Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Ultra Normal dans lequel je vais débriefer ma Race Cross France 300 km que j'ai réalisé le 29 juin. Ma Race Cross France a tout d'abord débuté par le vendredi 28 juin où il fallait tout d'abord passer le contrôle vélo. Donc sur le contrôle vélo, il vérifie bien sûr tout le matériel obligatoire et aussi le niveau de sécurité pour le vélo que la mécanique était en place. J'ai franchi ce contrôle, on va dire, haut la main, donc ça m'a permis d'aller à la suite qui était de récupérer les dossards et la plaque de cadre, de mettre tout ça en place sur le casque et sur le vélo, ensuite de récupérer aussi le bracelet pour la pasta partie qui était le soir, et puis de passer au briefing durant l'après-midi avant la RAF. J'ai surtout décidé de faire le checking et après j'ai chillé, je suis allé récupérer mon hôtel pour le soir. Et j'ai essayé de faire une petite sieste, mais je n'ai pas réussi. J'étais vraiment trop. C'était pas du stress, c'était une boule d'énergie. Voilà, j'étais tellement une boule d'énergie que finalement, j'ai pas réussi à dormir. Et voilà, donc le soir ensuite, il y a eu la pasta party. J'ai pu rencontrer notamment quelques participants de la RAF avec qui j'ai pu échanger notamment sur la préparation, mais aussi sur l'ultra distance. Et je trouvais ça vraiment sympathique. D'ailleurs, je les salue tous à qui j'ai pu parler lors du briefing. J'ai trouvé ça vraiment sympathique. Donc le briefing a eu lieu, je trouvais ça que c'était vraiment bien monté. D'ailleurs, je remercie l'organisation pour ce briefing là. Une fois que le briefing a eu lieu, j'ai décidé de ne pas aller à la pasta party parce qu'il était déjà 19h30 à la fin du briefing, sachant que mon départ était prévu à 4h20 le lendemain matin. Du coup, j'avais déjà préparé des petits plats pour pouvoir manger le soir, directement aller à l'hôtel et dormir. Malheureusement, il faut savoir que j'ai pu dormir que de 23h à 2h20 du matin. Je n'ai pas réussi à dormir plus, mais c'est déjà pas mal. J'étais vraiment très stressé avant cette RAF. Ça fait quand même 6 mois que je la préparais. Et voilà, le stress était là. Je pense que j'aurais peut-être mieux géré les choses. Il y avait du stress et de l'excitation. Donc c'était assez bizarre le sentiment qui m'animait en ce qui concerne le soir. Mais bon, ça a quand même été. Donc une fois que cette courte nuit était terminée, je me lève environ à 3h du matin. Je fais un petit déjeuner relativement copieux, mais pas trop non plus. J'ai pas trop changé mes habitudes alimentaires. Je mange souvent de la gâche au déjeuner, avec quelques fruits secs et des fruits. J'ai donc gardé le même régime. Donc voilà, j'ai pas voulu trop changer mes habitudes. Je pense que c'était la bonne solution pour mieux préparer ma raf. Une fois que j'ai ingurgité mon petit déjeuner, je rentre les clés à l'hôtel, je monte dans ma voiture, direction Malocène, parce qu'il faut savoir que mon hôtel était à 10 minutes de Malocène. Malocène est le lieu de départ de la RAF. Donc j'arrive sur le départ, il fallait tout d'abord déposer le drop bag pour pouvoir l'avoir à l'arrivée. Et puis après, on était parti dans les starting blocks. Alors là, j'étais vraiment, mais c'était que de l'excitation, il n'y avait pas du stress. J'avoue que c'était un pur kiff à ce moment-là. J'avoue que je courais partout, je parlais un peu avec les gens, même ma photo de départ de la Race Cross France. Voilà, la tête que je fais, voilà. Je fais vraiment l'imbécile, c'est vraiment n'importe quoi, mais c'est dans ces moments-là que j'aime le plus les choses en fait. C'est cette excitation-là qui, je trouve, est vraiment bien. Il y en a peut-être qui vont pas aimer ça, mais moi j'ai bien aimé. Et d'ailleurs, ça a été lunaire. Du coup, vient l'heure de mon départ dans le SAS. Je parle avec le concurrent qui se situe devant moi. Et au final, ce concurrent était très fort, mais il m'a un peu caché ça. Parce que moi, j'avais dit que, voilà, que je visais 18h à la base, comme temps. Et lui m'a dit qu'il visait 19h, bref. Et il m'a dit, ouais, ça se trouve, tu vas me rattraper dans le Ventoux. Donc voilà, bref, on a parlé et tout. Spoiler alerte, je l'ai doublé à saut. Vous allez voir par la suite, parce que lui s'est arrêté à la base de vie. Mais après, il m'a redoublé dans la côte suivante et je ne l'ai plus jamais revu de la course. Il a terminé la course bien avant moi. Du coup, si on repart au départ, du coup je parle avec beaucoup de gens, je fais un peu le camp sur la photo de départ, j'avoue que j'ai pas été très sérieux. Et puis quand le sticker me tend le micro juste avant de partir, je commence à raconter n'importe quoi, je fais rigoler beaucoup de monde. Et ça c'était mon but, et puis là je pars. Et là je sais pas pourquoi, mes nerfs lâchent, voilà, je suis un grand fan de David Godu, j'ai gueule, allez David Godu, le maillot jaune à la fin du tour, je sais pas pourquoi j'ai rigolé ça, j'étais tellement excité. Et puis là c'est parti, on attaque de suite avec le Mont Ventoux, 22 km à 7% de moyenne.
ça va faire mal, mais on est prêt. Et dans ce moment tout, pour m'accompagner, c'est Charles Trenet qui m'accompagne pendant quasiment toute la montée. Un régal. Il se trouve que je double pas mal de concurrents sur les 2 premiers tiers de la montée parce que je partis pas assez fort, mais je partis à un bon rythme et que les concurrents devant moi étaient un peu plus faibles. J'avoue qu'à ce moment-là de la Race Cross France, je me sentais vraiment bien. Je croise deux trois personnes dans la montée. Je parle vite fait avec eux. Et je croise il me semble une fille qui a quasiment qui était jeune du coup, qui avait quasiment mon âge à la montée, on parle un peu et tout. Et puis là, on arrive à droite, à côté d'un mec où je mettais la musique et tout, et qui me dit, mec, je veux me concentrer, tu peux arrêter la musique, s'il te plaît. Bon, j'arrête la musique, mais ça m'a bien fait rigoler parce qu'il me dit, tu peux arrêter la musique avec ton vieux tour de disque. Et oui, parce que je mettais du Charles Trenet et je mettais pas les écouteurs. Voilà, je fais souvent ça à vélo d'ailleurs. Je me balade en vélo, je fais mes sorties vélo sans écouteurs. Je trouve ça mieux, déjà c'est moins dangereux pour la circulation. Après c'est vrai que là on est dans une course, donc il y a beaucoup de monde à côté, donc il faut faire attention. Du coup on était à peu près aux 2 tiers, avec 3 quarts du Ventoux. Le dernier quart j'ai un peu pêché dans les 2 derniers kilomètres. Après j'ai quand même levé le pied, voilà. Puis il y avait beaucoup de vent en haut. Pour faire les derniers mètres, en fait, je les ai fait à pied parce qu'il y avait tellement de vent que c'était compliqué. J'ai vite enfilé mon parka. Et puis une fois que le parka est enfilé, on a filé verso comme une grosse balle. J'avoue que là, j'ai pas vraiment réfléchi et j'ai vraiment accéléré à fond verso sur ce descendre-là. Alors, ma stratégie au début de la RAF, c'était de s'arrêter pour faire une pause déjeuner à Sceaux pour manger des petits croissants. Je sais pas si j'ai fait le bon choix ou non. Je me suis donc pas arrêté à Sceaux. Je me suis arrêté d'ailleurs bien plus loin. Je me suis arrêté à Seine-Saturnin-les-Aptes, environ 25 km de Sceaux, sachant qu'il fallait quand même faire une petite côte de 4 km à 3-4% après le Ventoux. Donc voilà. Donc il faut savoir qu'à ce moment-là de la course, je suis extrêmement bien mentalement et surtout physiquement. Je me sens vraiment bien. Il fait relativement beau. Le Ventoux, je vous l'ai pas dit, mais je l'ai fait une partie de nuit. Quand j'arrivais vers les 3 derniers kilomètres, elle a commencé à faire jour. On est redescendu vers Sceaux, il faisait beau, mais quand on s'approchait de Saint-Saturnin vers Apt, eh bien, les nuages ont commencé à se noircir, mais ça a relativement bien été, donc il n'y a pas eu de souci de ce côté-là. Le seul petit souci que j'ai pu rencontrer, c'est juste que j'avais un problème au niveau de ma pédale, en fait, je sais pas pourquoi, en gros c'était le vis qui serre la pédale contre le pédalier, c'était dévissé, j'ai dû la revisser. Et voilà, ça m'a juste pris 3 minutes. J'ai un peu stressé sur le coup, je me suis dit ça y est, ça part en couille. Puis j'ai réfléchi, ça m'était déjà arrivé, ça n'a pas le passé. Parce que au bout d'un certain temps, des fois, ça se desserre. J'ai resserré, et ça a tenu pour le reste de la RAF. Il faut savoir que j'avais à ce moment-là rencontré une autre dame qui était super gentille. On avait parlé 2-3 minutes aussi. J'avais parlé de ma fameuse pause croissant. Cette dame que j'ai revue aussi à Saint-Saturnin-les-Aptes, super sympa, qui m'a dit enfin, tu l'as eu toi au croissant. Voilà, donc après, mais elle est partie devant moi et moi je suis resté bien longtemps pour manger. J'avoue que les croissants étaient un peu trop beurrés, mais j'ai eu aucun incident sur ma rafle. Ensuite, on s'est dirigé vers Apt et c'est là où pour moi a commencé un peu la phase plus dure. On va dire que ça a été vers Apt, on a fait 20-25 km vers Cadenet. Je sais pas si vous connaissez, on est passé un peu au-dessus, donc c'était assez compliqué pour moi à ce moment-là. Et en fait, il y a du gros vent de face qui est arrivé en fait, et j'avançais pas. Et là, j'ai commis la première erreur de ma raf, c'est que je me suis beaucoup agacé. Je me suis dit, c'est pas possible, j'arrive pas à avancer. Voilà, j'ai pas vraiment profité de ce moment-là. Mentalement, ça a commencé à lâcher un peu aussi, donc j'avançais pas à cause du vent. Et puis, grosse erreur, je tirais du trop gros braquet aussi, donc ça veut dire que je me fatiguais beaucoup plus vite. Donc là, j'ai commencé, voilà, l'engrenage commence à s'activer. En plus, ce truc hyper drôle, c'est-à-dire que j'ai fait un premier ravitaillement en lot lors de ma pause croissant, et puis 1 heure et demie plus tard, du coup c'est 30 km après, là, un peu plus, mais je me rarrête, je mets déjà 5 minutes à trouver le cimetière au village, et hop, je me fais avoir. Il n'y avait pas d'eau sur ce cimetière là, en fait c'était des cuves d'eau, du coup des cuves d'eau de récupération d'eau de pluie pour arroser le plan du cimetière. J'ai dû donc m'arrêter 10 km plus loin à la tour d'Aigle où je me suis arrêté au cimetière cette fois-ci. Il y avait de l'eau, alors c'est à partir de là que ça commençait à être
la partie, je pense que là où j'ai le plus souffert de la raf, ça a duré assez longtemps, je dirais jusqu'à la pause, jusqu'après la pause de midi en fait. Parce qu'en fait, après cette partie-là, la tour Guédec, on avait encore 20 km dans le vent qu'on prenait. Ensuite, on avait un enchaînement de petites bosses. Et ensuite, du coup, c'était environ midi et demi à ce moment-là. Et j'étais arrivé à Saint-Paul-les-Durances, sachant qu'au niveau de l'alimentation depuis le matin, j'avais mangé du coup des croissants, des barres de céréales que j'avais prises. J'en avais pris assez, j'en avais pris une vingtaine, je crois. Et j'avais aussi pris des fruits secs, 4 ou 500 grammes. J'en avais bien mangé aussi. Je comptais manger du salé à Saint-Paul-les-Durances. Malheureusement, la boulangerie auquel je me suis arrêté s'était fait dévaliser par les autres concurrents. Donc, il n'y avait vraiment pas grand-chose. J'ai dû donc me contenter d'un gâteau à l'anis et d'une tarte à la framboise. Il commençait aussi à faire chaud à ce moment-là, Saint-Paul-les-Durances. Donc, ça a été assez compliqué pour moi. Donc là, on va continuer encore. On est au kilomètre à peu près 120, 110, non, un peu plus, oui, 120 de ma Race Cross France. On va encore avoir 20 km assez durs en fait, où là, il y avait pas mal de bosses, il y avait un peu du vent de face dans les bosses, et on était au niveau, il y en avait assez chaud. Et puis là, en fait, je me suis arrêté à Gina Servi, non, un peu après, un peu avant Gina Servi en fait. Il y avait un petit village, je vais essayer de vous le retrouver sur la carte, parce que je fais le truc de la RAF en direct, que je fais la carte. Ça s'appelait Montménian. Je me suis arrêté du coup à l'ombre, je me suis couché, il y avait d'autres participants à ce moment-là, donc ça, il faut quand même s'imaginer que Montmélan, c'est quand même 60 km plus loin, mais j'ai mis quasiment 2h30 à faire ces 60 km. Mentalement, ça commence à me peser et tout. Je dis, écoute, bon, je savais que j'allais avoir du mal à respecter mes 18 heures de temps, donc je me suis dit, autant s'arrêter. Je me suis arrêté environ une demi-heure, trois quarts d'heure. J'ai fait une petite sieste et après ça, je regarde les lives. Et en fait, si je m'étais pas arrêté, j'étais quasiment en contact des gens avec qui j'étais le matin. On peut parler avec des gens que j'avais rencontrés le matin, donc ça c'était assez compliqué. Et puis là, cette sieste, j'ai rencontré un mec qui faisait aussi de la RAF et qui lui vivait un moment assez compliqué à côté de moi. Et on a parlé de nourriture et tout. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a donné un sandwich. Un sandwich, il comptait abandonner. Bon, je l'ai changé contre un bout de pain à la Nice. Voilà, petit troc à la RAF, sympathique. Et d'ailleurs, je remercie cette personne-là, même si je n'ai pas topé son nom, je le remercie quand même. Donc c'était vraiment sympathique de sa part. Et donc je me suis posé, j'ai dormi, lui il voulait abandonner, j'ai dit, je l'ai convaincu de ne pas abandonner. Je ne sais pas au jour d'aujourd'hui, j'ai pas vérifié s'il avait terminé la raf ou pas parce que j'ai pas pu, entre guillemets, toper son nom, mais j'espère pour lui terminer la reste de France. Sorti de cette sieste, ça allait vraiment beaucoup mieux en fait, et du coup j'ai vraiment foncé pour aller aux Éguines, qui était du coup notre point stratégique au kilomètre 190, donc j'avais environ 30 km. Ça a vraiment allé mieux, même dans les bosses, ça roulait assez bien. On va pas dire que ça roulait normalement sur une sortie normale, mais après avoir fait quand même 160 bornes, ça roulait plutôt bien. Arrivé aux Éguines, je m'arrête, je fais peut-être une erreur stratégique, même c'est sûr. C'est-à-dire que je n'achète rien à manger alors qu'il y avait la possibilité d'acheter pas mal de choses à manger. Je prends juste un iced tea. Grosse erreur pour moi, qui me sera pas fatal, mais qui a gâché mon temps, parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, j'avais récupéré pas mal de temps et ça allait plutôt bien. Donc au niveau des Éguines, je pourrais m'en aller ici assez vite, parce que je voulais faire une pause assez courte. Je remonte, et là en fait, dans le col, juste avant les gorges du Verdon, il y avait un vent très très fort. Du coup je monte, je fais 1 km de col, et sur la droite, je vois plein de participants de la RAF arrêtés. L'un des participants me fait une croix en mode qu'il faut s'arrêter, il y a trop de vent en haut. Malheureusement, je suis obligé de m'arrêter. C'était très très frustrant à ce moment-là. En plus, on voyait des cyclos avec des vélos assis qui montaient ce col alors que nous, on était tous arrêtés dans le fossé. Résultat, j'ai perdu quasiment 1 heure à ce point-là. C'était quand même assez dur pour moi mentalement de dire qu'on allait perdre 1 heure. Après voilà, à partir de ce moment-là, je savais que l'objectif c'était surtout de terminer la RAF plus que l'enjeu du temps. Voilà, il y avait quand même
2 objectifs au début de cette RAF. Un objectif qui était dit secondaire, c'est terminer la RAF. Et l'objectif principaux, mais voilà, les deux étaient au même niveau. Même si je dis que c'est secondaire de terminer la RAF, c'est quand même important. C'était aussi de la faire à moins de 18 heures. Bon, cet objectif-là, vous allez voir, il ne va pas être atteint. Du coup, on fait 1 heure de pause. Je rencontre pas mal de gars qui font du vélo. Je revois aussi 2 gars que j'avais pu parler à la pause de midi d'ailleurs, que vous allez le revoir par la suite du podcast. J'ai revu sur la fin du parcours et on a pu échanger aussi pas mal sur l'ultra distance. J'ai aussi pu profiter de cette pause en fait pour suivre la fin de la première étape du Tour de France et pour voir le magnifique victoire de Romain Bardet et son premier maillot jaune. Et ça a fait plaisir. Par contre, au bout d'1 heure, on est enfin reparti. J'ai pris la décision de repartir assez vite avec les mêmes personnes qui étaient avec moi à midi qu'on a mangé ensemble, qui étaient très très forts eux par contre, parce qu'ils étaient déjà partis 1 heure et demie auparavant de moi. Et là, déjà, ils m'avaient déjà rattrapé aux aiguines. Donc, ils étaient vraiment costaud. Et du coup, on est parti. On a fait la montée ensemble, cette montée qui était assez longue. Donc, nous avons donc fait une partie du col Lilloire ensemble. Le col Lilloire, c'est un col qui fait 5,9 km à plus de 7% de moyenne. Heureusement qu'on avait une pause avant. Du coup, j'ai vraiment décidé de partir très très fort avec eux. Et pour la petite histoire, en fait, dans le groupe des 2 gars, en fait, il y avait un gars qui connaissait en fait Bertrand Bergère, qui est une des personnes qui a motivé à faire de l'ultra avec Arnaud Manzanini aussi, puisqu'en fait j'ai suivi ses exploits il y a maintenant 1 an et demi sur les Biking Man, parce qu'il faut savoir qu'il a terminé 7 courses d'ultra à distance de plus de 1000 km dans la même année, et ça c'est un véritable exploit. Et du coup on a parlé de ça parce que l'année dernière j'avais fait aussi une épreuve que lui organisait qui s'appelait les Géants, sur laquelle où malheureusement j'avais dû abandonner. Et il connaissait Bertrand personnellement, donc c'était assez marrant. On a pu parler de ça, comme quoi en fait on fait des superbes rencontres dans l'ultra distance. Et c'est pas aussi. Il n'y a pas que la course qui compte aussi, et moi je trouve ça assez important. On peut aussi parler avec les gens et faire de magnifiques rencontres. Une fois que le col d'Iloire est passé, malheureusement ils m'ont lâché sur le haut du col d'Iloire, mais ça se voyait qu'ils étaient beaucoup plus forts que moi. Ça se voyait un peu quand même, je m'en doutais que j'allais pas les tenir tout le col. Et puis je voulais pas me cramer non plus. Après ce col d'Iloire, en fait, on a eu une période de 30 km assez vallonnée. Enfin, ça a redescendu un peu, puis c'était vallonné pendant 25 bornes. Et les 10 derniers kilomètres pour arriver sur Commes sur Artuby, c'était un faux plat descendant. J'ai fait 25 gros kilomètres à fond. Malheureusement, en fait, l'erreur que j'avais fait précédemment de ne pas m'arrêter pour manger aux aiguines, c'est un peu retourné contre moi, puisque les 3 derniers kilomètres avant d'arriver à Commes-sur-Artuby, je ressentais la faim. Et en ultra, quand on ressent la faim, c'est que c'est le début de la faim. Voilà, il faut toujours manger et jamais sentir la faim. C'est très très important, c'est-à-dire sinon qu'on n'a pas assez d'énergie pour alimenter nos muscles et notre corps. Et là, on se met dans le rouge et c'est pas très bon. Du coup, je décide de faire une pause à Commes sur Artuby. Donc, j'avais plusieurs choix. J'avais pas du tout regardé Google Maps. Du coup, il y avait un proxy, mais je savais pas quand je suis arrivé qu'il y avait un proxy. Du coup, je me suis arrêté au premier restaurant que j'ai trouvé. Alors, le restaurant était assez sympathique, ma foi. Je me suis arrêté. Du coup, j'ai demandé, en premier lieu un petit verre d'eau, très youpi. Et j'étais quand même pressé, mais pas trop non plus, puisque voilà, arrivé au restaurant, il était déjà 19h30 et un peu plus même. C'était déjà 20h, je crois. Ouais, 20h, parce qu'on est reparti du restaurant à 21h. Et je savais que l'objectif des 18h allait être très très compliqué pour moi et que je devais minimum m'arrêter manger. J'espérais que cela ne dure pas trop longtemps, mais malheureusement, ça a duré un peu quand même. Mais pour la petite histoire, c'était assez sympathique puisque en fait, juste après moi, il y a un autre participant qui est arrivé devant le resto. Il m'a demandé s'il faisait à bouffer. Hop, du coup, il s'est assis à la table avec moi. Au début, on avait demandé au restaurateur un petit sandwich. Et puis finalement, on s'est rabattu sur le plat du jour parce que déjà, il nous a dit qu'il allait nous faire rapidement ce qu'il a fait. C'était assez sympathique. J'ai pu parler du coup avec Florian. On a pu échanger un peu. Voilà quoi.
Et ça fait vraiment plaisir. En plus, c'est quelqu'un qui avait quasiment mon âge. Je trouvais que j'étais l'un des plus jeunes de la RAF. Du coup, il y a un peu de décalage d'âge des fois. Mais bon, vu qu'on est sur le vélo, ces barrières se brisent assez facilement, je trouve. Du coup, j'ai pris un petit iced tea. Et là, après, du coup, j'ai bu ça. Et puis, je crois qu'en plat, c'était une petite blanquette de veau. J'avoue que ça a fait plaisir. Du coup, on s'est quand même arrêté. Grosse 45 minutes. Mais c'était vraiment sympathique. D'ailleurs, j'ai pas pu choper le petit numéro de téléphone à Florian. Donc, si tu passes par là, mec, c'est le dossard numéro 440 qui s'est arrêté avec toi, Louis, comme sur Artubi pour manger, qui est l'auteur de ce petit podcast sympathique. Il faut savoir qu'on est parti à environ sous les coups de 21h du restaurant avec Florian. Sur le premier coup, on a décidé de faire la route ensemble et de voir ce qu'il en était après, s'il me lâchait ou si je le lâchais, voilà, vice versa. Du coup, le profil était plutôt descendant jusqu'à peu près après Fayence. Après, il y avait 10 km de faux plat avant d'arriver au dernier col de la journée qui était assez dur. Mais du coup, c'était assez sympathique que je trouvais. Après, comme sur Artubi, il y avait quand même deux trois montées dans les 10 km après. Donc là, ça m'a montré que j'étais quand même à jambes et que ça allait bien. D'ailleurs, c'est les phases de course où j'étais le mieux, je pense. Vraiment mieux. Et bien du coup, on est passé par des petites villes après ça, comme Barguemont, je sais pas si vous connaissez. Seillan, qui est magnifique, petit village en pierre blanche. En plus, on arrivait à une descente. On arrive sur la petite place du village, avec une ambiance sympathique. En plus, les gens s'étaient habitués parce que tous les vélos passent le soir et on était encouragés au bord de la route. Donc ça, j'ai vraiment trouvé ça sympa et tout. À ce moment-là, j'étais vraiment encore bien aussi. Après ça, on est passé à Fayence. Alors, c'était une découverte pour moi. Je ne connaissais pas. Mais c'est vraiment magnifique. Je me suis régalé. En vrai, Fayence, c'était une belle découverte pour moi. Et après Fayence, après, c'était plutôt urbain. C'était moins sympathique puisque on est rentré juste avant Mandelieu, en fait. Enfin, 25 km avant, quand même. 10 km avant le com. J'étais toujours avec Florian à ce moment-là. Et on roulait quand même assez fort parce qu'on avait rattrapé pas mal de concurrents qu'on a vu passer pendant qu'on mangeait. Donc à ce moment-là, je me disais que c'était plutôt pas mal pour moi. J'étais assez content de ma perf et bon voilà et ça allait plutôt bien mais il y a eu quand même des petits signes avant-coureurs qui allaient annoncer une fin de course un peu plus compliquée pour moi parce qu'il faut savoir sur le long faux plat avant la dernière côte et bien voilà je sentais qu'au niveau des jambes c'était un peu de la fatigue aussi je me suis dit allez hein, on prend son mal en patience et on y va parce que mon but était quand même de monter cette dernière côte à fond voilà je ne veux pas vous cacher parce que j'étais assez encore frustré quand même il y avait et j'étais heureux parce que, voilà, quand je suis arrivé à comme sur Artubi à 20h, je savais que ma raf était finie, quoi. Même quand j'étais en haut des Aiguines, du col d'Iloire, je me disais quand même, là, voilà, on a fait quand même 215 bornes, hein, en haut du col d'Iloire, et quand on est arrivé, c'était au kilomètre 245, comme sur Artubi, donc il me restait après 70 km. Donc bon, quand même 70 km, sachant en fait que il y avait quand même pas beaucoup de difficultés sur 70 derniers kilomètres, mis à part le dernier col final, avec plus de 10 km à plus de 3,5% de moyenne. Je sais, ça paraît pas beaucoup, mais la petite spécificité, c'est qu'il avait 2,5 km de plat sur ce col. Au niveau de l'approche de ce col, du coup, moi, les sensations étaient vraiment moyennes. Du coup, je me suis dit que c'était pas tip top, mais j'ai quand même continué à avancer. Ça allait plutôt pas mal. Florian avait décidé de s'arrêter, faire un petit ravitaillement du col. Donc, suivi, je me suis arrêté, j'ai mangé une barre. Puis on est arrivé dans ce col, j'ai fait deux bornes dans sa roue et après j'ai explosé un peu mais je me suis plutôt mis en mon rythme du coup, monté plus doucement, on avait dit qu'on arriverait ensemble si on finissait le col ensemble. J'ai dit bye bye, j'ai dit ciao mon gars, on se retrouve à l'arrivée à Mandelieu parce que là clairement j'allais pas, c'était pas tip top moi. Puis je fais les 5 premiers kilomètres du col, ça se passe moyen mais pas catastrophique. La redescente, et là que je sens que ça commence à casser un peu. Et là, la remontée dure 3,5 km à 6%, je crois que c'est la dernière remontée, sachant qu'il y a une rame de 500 mètres à 10%. Du coup, ça a vraiment piqué. Et je me suis retrouvé à la montée déjà, j'avais plus d'eau. Donc là, c'était compliqué. Et ouais, j'avais pas rechargé l'eau depuis, comme sur Artubi. Peut-être une erreur qui a été faite de ma part à ce moment-là. Mais bon, après, c'était quand même la nuit, donc il faisait plus frais, il faisait moins chaud. Donc déjà, il y avait moins de problèmes d'hydratation. Donc voilà, mentalement, j'ai peut-être pas pensé à ça et ça prouvait que j'étais peut-être aussi moins lucide et plus fatigué sur la fin de ce raf.
Et du coup, j'ai totalement explosé dans le dernier kilomètre qui était pourtant à 4%. Et pour encore la petite histoire, en gros, en haut du col, j'ai croisé un mec qui faisait la rave 2500 km que j'avais déjà croisé, mais 130 bornes avant, le mec, le truc de fou. Donc il m'a filé un demi-bidon pour finir, parce que là, en fait, une fois qu'on est arrivé là, c'était fini, quoi. Il restait une descente. Dis-vous que moi, j'étais parti du pied de Malocène, quoi, du pied du Ventoux. Lui était parti de Lille, le mec, il est arrivé. Extraordinaire, il a été super gentil d'ailleurs. Merci à toi, mec, tu régales. Et du coup, j'arrive dans cette descente. Bon, là, j'étais énervé. Du coup, j'ai tracé. J'ai vraiment tracé. Et malheureusement, j'ai pas trop pu profiter de l'arrivée. J'étais vraiment fatigué sur le coup de l'émotion. Voilà, j'étais un peu énervé. J'ai sèchement répondu à la speaker. D'ailleurs, je remercie tous les gens qui m'ont applaudi, auxquels je n'ai pas répondu. Et auxquels j'ai répondu avec un regard qui était vraiment noir, où le mec qui était au bout de sa vie. Je suis vraiment désolé. Désolé aussi à la speaker d'avoir répondu un peu sèchement, même si ça allait à la fameuse question, êtes-vous prêt à repartir de suite? Ah oui, j'étais tellement énervé que j'ai fait oui, je suis prêt à faire 500 bords de plus. Alors que bon, allez, 500 peut-être pas, mais je pense que je pourrais faire un peu plus. Voilà, c'est ce que je vais vous parler maintenant sur le débrief personnel de cette raf que nous verrons dans la dernière partie de ce podcast. Dans cette dernière partie, nous allons voir surtout comment moi j'ai vécu la raf d'un point de vue personnel. Quand je dis la raf, c'est la raf en elle-même le jour de la course, mais aussi toute la préparation et avant la préparation. Donc il faut savoir que je me suis inscrit à la raf le 21 octobre, il me semble, le jour de l'ouverture d'inscription. Donc j'ai pu avoir mon petit ticket validé pour 300 km, ça fait plaisir parce que je sais que tous n'ont pas eu cette chance. C'est une course qui est assez connue. Donc beaucoup de monde s'inscrivent et les places partent très vite. Donc pour moi ça s'est bien passé. J'étais quand même assez frustré le jour de l'inscription, où surtout les 2-3 mois avant, je m'étais donné une petite pause de sport dans ma vie, entre guillemets. Je faisais pas mal de courses à pied, mais le vélo, j'ai fait une grosse pause, puisque l'année dernière, j'ai voulu tester mon premier ultra, les géants 500 km. J'ai abandonné suite à une blessure, et moralement, j'étais pas dans les meilleures dispositions. Ça m'a un peu cassé, donc j'avais besoin, pas d'oublier tout ça, mais voilà, de me détourner du vélo pour y revenir après. Donc je pense qu'honnêtement, ça a été un très beau choix de faire cette pause de vélo. Sachant que je n'ai vraiment pas complètement arrêté le sport. Je faisais pas mal de courses à pied, donc ça allait plutôt bien. Je suis vraiment arrivé, on va dire, avec la fin du vélo début janvier pour attaquer la prépa que j'avais préparée pendant ma pause pendant l'hiver. Donc ça c'était plutôt bien goupillé et je me sentais plutôt bien. Plus la prépa avancée, après j'avoue que je commençais à être un peu fatigué, peut-être en dehors en fait, parce que j'ai commencé cette prépa, je sortais pas mal et les deux fait en fait que j'étais assez fatigué, je m'en apercevais pas forcément, parce que je commençais à augmenter mon amplitude horaire d'entraînement, mais je réduisais pas forcément les sorties, donc ça a été assez compliqué, j'avais pas mal de flux nerveux en fait. J'étais vraiment pas bien. Et puis du coup, ça a duré. Et puis voilà, jusqu'au mois de février, là où j'ai des petits événements dans ma vie personnelle qui ont fait que du coup, je suis moins sorti. Bon, ça a été un peu moins bénéfique pour ma vie personnelle, mais on va dire que pour la prépa, ça a été une aubaine. J'étais beaucoup moins fatigué, j'étais beaucoup mieux physiquement, mon corps était beaucoup mieux, je me sentais vraiment bien physiquement et à le poser moralement pas trop bien, j'avais pas trop le moral, mais au fur et à mesure que l'entraînement a continué, le mois de mars est passé, ça a commencé à aller mieux moralement et physiquement j'allais très bien. Le mois d'avril est arrivé et ça allait de mieux en mieux, donc j'étais vraiment content. Et après, à partir du mois de mars, un peu une routine d'entraînement est arrivée jusqu'au mois de juin, je dirais. Malgré mes problèmes que j'ai eu mécaniques avec le vélo, j'ai quand même gardé cette routine, voilà, le planning, voilà, on a commencé à faire des sorties de plus en plus longues. Ça allait de mieux en mieux et je me sentais vraiment bien. Et je trouve que voilà, la prépa s'est plutôt bien passée et finalement m'a pas mal changé. Et la RAF, on va dire que la course a fini de changer ça. Je me sens pas totalement différent, mais un peu différent du mois d'octobre dernier. Donc cette prépa m'a vraiment changé, je pense, dans ma façon de voir les choses au niveau sportif.
Et après aussi, ça m'a aussi donné beaucoup de détermination et de rigueur, je trouve. Et aussi, ce que j'ai vécu durant la course, c'est parce que c'est assez dur. Donc voilà, ça me permet de relativiser certaines choses et aussi de travailler plus fort aussi, peut-être, et avoir plus de motivation. Tout ça, donc moi, c'est ce que m'a apporté la RAF et ça a apporté aussi beaucoup plus de confiance en moi qui a manqué un peu, voilà, il faut être honnête. Donc pour ce biais-là, je suis vraiment content de ma RAF d'un point de vue personnel. Peut-être un peu moins d'un point de vue sportif, mais ça a été quand même une très belle aventure sportive. Avant de clore le podcast, je souhaite remercier tous les bénévoles de la RAF, voilà, pour leur accueil et pour aussi toutes les dispos qu'ils ont fournis pour pouvoir permettre d'organiser la course. Un merci aussi à Arnaud Manzanini, celui qui chapeaute tout ça. Et sur ce, je vous souhaite bon entraînement pour vos entraînements, sinon de bonnes vacances. Et on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Ultra Normal.